Là, dans Chlorophylia, ça a commencé, on était 3. On était avec Maria Jouan, qui est philosophe. Et ça a commencé dans un dîner où il y a Cecilia, Mauricio, Maria Jouan, Sarah et moi. Nous, on revenait d'une résidence ici où il y avait un workshop qu'on animait sur la question du dessin comme une manière de résister. C'est-à-dire prendre ce temps du dessin, c'est une manière de résister dans ce monde aujourd'hui. Voilà, donc on arrive à ce dîner avec Maria Jouan et on parle tous avec le même étonnement de cette question du végétal, cette question de ces pensées magiques ou ces gestes un peu comme ça, très personnels que tout le monde a, qui sont des gestes peut-être de sculpteurs. Comme Cécilia peut en avoir énormément et ils ne sont pas forcément définis ou montrés comme des pièces d'art. Ce sont des pièces qui ont une esthétique, un charisme, des tas de choses de ce type. Et on arrivait tous à cette conclusion qu'on avait probablement ce point commun. Maria Jouan, en tant que philosophe, on avait ce regard commun. Et donc il commençait à se constituer quelque chose qui était un nous. Il y avait commencé à y avoir plein de nœuds, j'en parle un petit peu dans le texte. Cette multitude de liens ou de nous qui pouvaient se définir comme un groupe entier, mais comme aussi des entités plus individuelles. Et on est arrivé à évidemment parler de cette idée du vivant, du végétal, de qu'est-ce qui pourrait être une métaphore de ces éclairages qu'on met les uns sur les autres, ou de cette émulation. Et Maria Jouan est arrivée avec cette proposition de Chlorophylia, qui est juste un effet ou une transformation d'une énergie lumineuse comme ça. Oui, avec la lumière, ça se transforme. Et une apparition de couleurs, de corps qui nourrissent d'autres corps. Et cette interdépendance, comme on a cette idée de parasitisme qui n'est pas du tout négative, qui est juste une idée de collaboration et d'interaction. Comment peut-être l'idée au tout début de ce projet, c'est de travailler comme ça, tous ensemble, avec cette circulation d'air ou d'illumination. L'idée de lier la nature. La nature et avec nous. Avec nous, avec les animaux, les fleurs. Les fleurs, toutes ces choses, végétales. Tous vivants qui... Comment tout pourrait ne pas avoir de hiérarchie, mais juste être une zone partagée et une existence aussi partagée et équivalente. Il y a longtemps, toutes les discussions étaient autour de ça. Maria Jouan a partagé avec nous des textes de Francis Ponge. Et après, il était libre dans le temps de résidence, qui était en septembre, où Maria Jouan n'a pas pu venir, individuellement, puis ensemble, de réfléchir ou commencer à matérialiser ces choses. Como é que vocês se encontram? Nós encontramos-nos porque... Isto é engraçado porque nós vamos repetindo esta apresentação das várias vezes que vamos colaborar. Nós encontramos porquê? Porque tivemos as duas numa mesma residência nos Estados Unidos em anos diferentes e um dos diretores dessa residência foi convidado a fazer uma exposição em Itália e, bom, talvez agora compreendamos mais porquê, mas na altura não compreendemos. Convida as duas, que não nos conhecíamos, apesar de termos feito a mesma residência, para fazermos uma exposição a dois, que se chamava Soundless Harmonies. Então nós encontramos-nos para montar a exposição e desenhá-la em conjunto em Itália. Sem se conhecerem. Sem se conhecer, sem se conhecer. Com um mote de um título bastante suspeito. Impressionante. Suspeito, não sei. E a relação gerou-se a partir daí com uma grande... essa transversalidade que o curador ou que o diretor previu, transversalidade de pensamento acerca de uma vida infinita, sei lá, digo eu, está presente nas duas, apesar de, como a Manon diz, de formas muito distintas, mas está presente talvez com a mesma respiração, ao mesmo... É incrível ele ter visto isso. É bonito, é muito bonito. Acho que sim. Acho que sim. Acho que essa beleza depois foi transposta na relação temporal que nós temos até hoje, que se mantém bastante... Já foi há quanto tempo? Olha, eu acho que foi 2014. 2014. Foi. Portanto, aquilo que parece que vai lá há um tempo. Il y a beaucoup de temps maintenant, entre cette première rencontre
et tout ce qui s'est passé entre 2014, cette rencontre et maintenant, parce qu'il y a eu toute une métamorphose aussi. Ça veut dire on a eu un moment très fusionnel de travail où on est presque à quatre mains à faire une pièce ensemble, à trouver, et puis de nouveau travailler ensemble, mais sans plus avoir besoin d'avoir de fusion à quatre mains sur le même objet. Et la trace de quatre oui, c'est devenu quelque chose de plus évident, tellement évident parce qu'on se connaissait mieux. Donc, en se connaissant mieux, on avait moins besoin d'être englué comme ça dans la pièce qui a été celle à deux, qui a été montrée à la Biennale à Coimbra. Et maintenant, on en est à ce point où on a tellement de temps qu'on peut complètement se laisser, je veux dire, juste avoir la certitude que partager l'instant ou l'espace ensemble, ça suffit à être déjà en résonance. En fait, on n'a plus de doute sur enfin moi, en tout cas, moi j'ai pu... là, je sais pas, Sarah parlera d'elle pour cette partie, mais j'ai plus besoin de... Je pense qu'être ensemble dans le même endroit et le même temps, ça fédère déjà une expression. Enfin, ça conjugue déjà une expression, quelle que soit la teneur de plastique et voilà. Eu achei muito interessante teres falado nessa ideia do infinito, não é? Do tempo. No fundo, também essa linha infinita que acaba por vos unir e que une o vosso trabalho. Sim. Não é? Que une também este diálogo na exposição, porque baseando-nos no discurso iniciado pela Maria João da clorofila e em associação da clorofilia, ou seja, do metabolismo natural de crescimento das coisas, de nascimento e de morte, e de como isso é uma circularidade, uma e a outra encontramos essa linha sob corpos diferentes, uma mais ligada à fantasia, a outra à pesquisa, mas na prática o cerne que nos relacionou de início é este que agora baseia a união da exposição. Como é que esta ideia de metabolismo intemporal que nos define enquanto seres vivos é decifrada num trabalho e no outro. Moi, j'ai cette pratique du transport ou de la collecte de plantes et de boutures depuis plusieurs années, chaque fois que je voyage, ou de semences. Donc, on avait commencé ça il y a 2 ans avec Cécilia, dans notre première rencontre. J'ai poursuivi ça en septembre en continuant à ramener des plantes de France, puis réserver un bagage à la vie et à l'observation de qu'est-ce qui survit ou ne survit pas, sorti du contexte ou sorti de la présence de l'autre qui offre ce vivant ou cette semence. Après, chacune, on a eu une relation différente. À Cécilia, à Maria-João, mais aussi à Lille, en fait. Oui. Première rencontre il y a 2 ans, qui pour moi se passait la majorité du temps avec Cécilia, là-haut et là-bas, assez peu dans l'espace d'exposition. On était arrivé au point où ce qui m'intéressait, moi, quelle place il m'intéressait de prendre dans cette triangulaire, c'était de ne pas montrer le centre d'art ou utiliser la présentation des œuvres dans un white cube, mais d'être installé dans le jardin et de permettre une circulation ou dans le paysage. Ça enlevait un paramètre, mais du coup, j'ai commencé à partir explorer lors de la première semaine de résidence en septembre ce paysage, et j'arrive à Canissal, qui était l'endroit dont je me souvenais le plus d'il y a 2 ans et qui m'avait marqué parce qu'il était entre le désert d'il y a longtemps, la vision du lointain qui est plus familière pour moi, et à cet endroit il y avait quelque chose de très étrange, très organique, qui rappelait beaucoup de choses, peut-être des graines comme ces bombes volcaniques qui étaient comme des graines qui étaient ensemencées par le ciel
ou par la terre comme ça dans une éruption dont on n'avait pas la temporalité. Il y avait toutes ces analogies entre le minéral, le végétal et l'animal. C'est Draguero qui était marqué et qui saignait, mais il y avait ces grandes graines de terre qui étaient ces bombes qui apparaissaient, dont on voyait encore sur le sol l'effet de l'impact. Et tout ça me générait une émotion assez grande. Et je me disais, pour Chlorophylle, si l'idée est une respiration commune ou une analogie commune ou une mise à plat où tout est équivalent, alors comment, avec toutes ces images qui rebondissent les unes sur les autres, comment on respire dans tout ça, Donc j'ai commencé à prélever et à faire ce que je fais tout le temps depuis des années. Maintenant, mon travail, je travaille la prise d'empreinte avec du latex. Je travaille le latex qui est un matériau naturel et périssable. C'est latex? C'est latex. C'est comme une peau. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un temps de vie, ce matériau. Il ressemble énormément à cette peau qui nous revêt et qui change de couleur, qui change d'aspect, qui change de texture. Il a un aspect antique. Il a un aspect un peu antique. Et j'ai commencé du coup à faire ce que je faisais avec les éléments habituels, c'est-à-dire je commence toujours la sculpture par une prise d'empreinte, comme un archéologue, je génère toute une archéologie de ce qui ne peut pas être déplacé, j'essaye de faire l'enveloppe de la peau de ces éléments qui sont censés ne pas bouger. Donc j'ai commencé avec ces pierres, puis j'ai commencé avec le drago parce que il avait cette peau très similaire à une peau aussi très lisse, comme plus animale que d'autres arbres, et toutes ces marques qui étaient autant de graffiti ou de peinture rupestre, c'était du même ordre en fait. J'ai commencé à faire des recherches évidemment un peu plus approfondies en me disant qu'est-ce que voient les plantes, et apparemment les recherches scientifiques prouvent que les plantes verraient mais distingueraient deux couleurs, le bleu et le rouge. Et c'était intéressant parce que je fais des dessins depuis 10 ans qui sont des notations qui sont que en bleu, et les deux couleurs qui apparaissaient étaient absolument jamais du vert, mais étaient du bleu et du rouge. Ce rouge du sang, entre le sang humain et ce sang végétal, et ce bleu des dessins, et le bleu du ciel et de la mer dont on est encerclé ici à Madère. Commencer à avoir aussi cette interaction que le végétal a sur l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que toute cette végétation nous offre. Et tout ce cycle, comment... circulaire, qui donne un équilibre. Qui donne un équilibre complètement évident, mais en même temps très fragile. Et je pense que tout ce travail, au tout départ, c'était ça. C'était quelque chose qui questionne l'équilibre. Et toute cette idée de peau qui pourrait se gonfler, se dégonfler, donc respirer, toutes ces traces a commencé à émerger comme un point aussi dans cette exposition. Et à l'émerveillement, à cette espèce de miroir du merveilleux que l'île offre tout le temps. Il y a aussi tout le temps ce truc de reflet, que ce soit entre le ciel et la mer, que ce soit entre les graines et les pierres, que ce soit entre la peau des arbres et la peau des hommes et du corps animal. Et il y a comme ça une confusion, ou un dédoublement, et puis évidemment il y avait cette métaphore on est deux artistes aussi. Maria Jouan est un troisième élément, plus au regard, ou plus dans la restitution, plus dans l'écrit, plus dans la... Pour interpréter, c'est qu'elle voit, cicatriser, tout ça, exactement comme là je suis en train de recoudre et refermer. Il y a quelque chose qui est peut-être dans le mot pour moi, qui ne m'appartient pas, je ne veux pas que ça m'appartienne aussi, ces mots. Mais par contre, peut-être dans cette triangulaire, il était offert
à Maria Jouan ou de prendre cette place à un moment donné du processus, pendant, après, longtemps après, qui sait. Et aussi le matériau comme celui-ci, que ce soit du bois, et surtout le latex qui devient un élément que je commence à garder et à vraiment... c'est comme un outil, comme le crayon pour dessiner maintenant, ce matériau, parce que c'est un outil pour moi d'étude. Il me permet de prélever, partir avec le prélèvement et continuer à observer. C'est comme une note aussi, comme un archéologue qui prendrait l'empreinte de cette chose et pourrait la déplacer et la reconsulter à l'atelier ou au laboratoire, qu'est l'atelier en fait. Donc mais il a une durée, il se transforme aussi, c'est-à-dire c'est un matériau qui meurt ou se désagrège, qui est aussi de la sève d'arbre, comme la sève du drago, qui est en fait ce rouge sang, ou comme l'encens, c'est très homologue. Oui. Et dans ce sens, ça m'intéresse aussi de voir quelle pièce disparaît, comme quelle pensée disparaît. C'est-à-dire il y a quelque chose à voir avec la mémoire. Dans l'espace de l'atelier, il y a une collection d'objets qui disparaissent au fur et à mesure, un peu comme si leur temps de présence ou leur temps d'enseignement se retirait pour laisser une place à l'autre. Un petit peu comme le cycle du vivant végétal qui se retire pour ensemencer, etc. C'est-à-dire la plante mère ne meurt qui pas. commence et recommence toujours. Et recommence, comme toujours. Un cycle de saison. Je crois qu'il y a ça dans mon travail. Donc en parler comme... Il n'y a jamais une pièce ou un lieu. Il y a un processus qui s'étire, qui se déplace. Et du coup, une manière de travailler qui est très in situ à chaque fois, pour moi. Ça veut dire, si je viens à Madère et que je ne travaille pas, enfin je travaille comme je travaillerais dans mon atelier, quel intérêt de venir à Madère? Pour moi, j'ai besoin de me déplacer dans le paysage, dans l'espace. Et finalement, le dessin, ça je vais aussi te montrer juste après, parce qu'il va y en avoir une partie. C'est un peu comme une partition ou une cartographie de ces déplacements. Un peu comme ça devient un archive de mémotechnique, de l'espace, mais tout devient comme ça. Finalement, peut-être juste mon travail, simplement, ça serait, si j'ai en très peu de temps on essayait de se rencontrer, ça pourrait être juste c'est une accumulation de traces ou d'observations. C'est comme une répétition de gestes, mais c'est pas... Je suis pas ici, et ça c'est une pièce qui a un titre à Madère, et ce qui va être fait à Madère va être déplacé ailleurs, et ce qui a été fait ailleurs a été déplacé déjà à Madère. En ça, nous sommes très différentes. Pour le corps des œuvres. Sarah a des timelines, des espaces beaucoup plus clos, dissociés des uns des autres. Eu abordo um golfinho, a história de um golfinho, que existe sempre em traço, que existe sempre em vestígio, nunca em carne e osso. Mesmo há o conto, que descreve aquilo que é a passagem transformadora, porque é um agente transformador deste golfinho sobre diferentes entidades, humanas e outras, mas depois há também a matéria da exposição que defeca material morto. É um esqueleto, quanto é um mapa que normalmente define uma realidade a priori. E depois a transição entre a luz e a escuridão. A luz dá forma e a escuridão escreve sem perspectiva, ou seja, escreve de forma bastante clara uma composição astral de coisas que nós não precisamos de compreender, mas que nos é apresentada num espaço bastante mais expandido que o nosso, pois relaciona a Terra e o Céu como uma espécie de assembleia planetária da existência das coisas. Este arpão mede a passagem do nascimento do Sol ao nascimento da Lua. Se tu posicionares o arpão ao céu,
Mais ou menos faz esta medida da distância da nossa posição, mais ou menos. Este pão é tanto um agente medidor, quanto é depois em narrativa uma arma, não é? Mas é importante depois fazer esta triangulação entre o texto e tu vais entender, porque aqui não dá para ver, mas há aqui uma quantidade de desenhos cá dentro, na fosforescência, que só quando isto estiver mesmo escuro, tem uma aranha, um gato, uma lagartixa e uma corça, que tu vais relacionar diretamente com a história. Eles estão todos presentes como tatuagens. Tu escreveste primeiro a história? Não, fiz tudo ao mesmo tempo. Foi em simultâneo? Foi. A estrutura por trás, eu optei por fazer uma estrutura de cano, precisamente em ligação aos papagaios que vocês aqui usam com papel de seda. Portanto, há aqui uma joelha, não é? Sim. Eu tento, em certa medida, entrar na linguagem cultural de cá e fazer esse passou bem com essa ponte, não é? Sim. A escolha do golfinho tem também muito a ver com a escala similar entre os membros humanos e os membros, e os membros daquele animal. Nós temos uma relação de muito similar na anatomia. Nunca tinha pensado nisso. Temos à volta de 2 metros no máximo, eles também têm mãozinhas. Mas vivem num ambiente, numa atmosfera oposta. Isto também foi importante mergulhar, estar com os golfinhos, mesmo realmente, para depois conseguir escrever e entender essa alteração de espaço e de tempo dentro d'água, do silêncio, do enchimento e do vazio, todas estas coisas que são uma só, que à linha da terra ou à linha da água invertem-se. Quando deixámos de trabalhar acerca do jardim, porque deixou de existir o jardim, eu comecei a trabalhar acerca de um pedaço de terra total, que é um pedaço de madeira, e é um pedaço de terra total porque está envolto de água, o horizonte é oceânico. Só que depois, e isto tem sido uma experiência que fizemos em residência, os nossos passeios, as conversas com a Cecília e com o Maurício, o passeio noturno retira o horizonte oceânico para um horizonte esférico, que é o tal da noite, que liga o céu e a água. E a revelação das coisas torna-se celeste. Aí está implícita um vislumbre que é o da crença. Porque o infinito é incompreensível, mas é um estado. Mas é completamente inevitável. Há até depois ao estudo e à pesquisa sobre todas as coisas. Quando falas de crença, referes-te a fé? Uma forma de fé? Em algo transcendente, na transcendência? Eu acho que quando tu não podes compreender porque não faz parte de ti, nós somos seres finitos. Nós fazemos parte de uma circularidade infinita, sendo nós próprios células, assim como é uma planta, células finitas. Nós temos uma rotação e compreendemos essa rotação da vida e da morte, sabendo que esta está enquadrada numa experiência que não tem nem vida nem morte, que tem de ser intemporal. Para a vida de uma coisa surgir tem de haver uma anterior e vice-versa, não é? Nesse sentido, inevitavelmente, a ideia de fé ou de crença está presente em todo o pensamento. Há coisas que não são compreendidas e têm que ser apreendidas. E que têm que ver com uma espécie de assimilação intuitiva da ordem das coisas. O golfinho, neste sentido, adquire também uma posição endeusada de Deus. No final do conto que eu escrevo, depois has de ler, que é uma obra. Eu tenho aqui. Ele diz: a indiferença é um dom dos imortais. Sim, eu fixei essa frase, escrevi. Como é que nasce essa frase, esse pensamento? Eu acho que nasce ou explode precisamente da inquietação acerca das relações. E essa inquietação, por mais que seja entendida num organismo maior como uma coisa normal,
não nos é satisfatória. Eu achei curioso que tu chamas-lhe dom, a indiferença. A inquietação é uma dor. Sim, inevitável. Tal qual respirar. Tem segundos de eficácia. Pois. Sim. Mas nós também vivemos um tempo ou tempos que se calhar não nos permitem essa inquietação, essa dor, não é? E até que ponto é que isso também nos fere naquilo que é a nossa essência, a nossa condição de mortais e imortais ao mesmo tempo, não é? Porque às vezes parece que andamos todos um bocadinho fora do tempo. Eu acho que daí também seria interessante falar da materialidade das obras, tanto as da Manon quanto as minhas, que são em absoluto orgânicas, vegetais. O látex é um licor, uma seiva, como lá não diz, vegetal. É uma pele que se piora tal qual a nossa pele, mas com o tempo da matéria do látex. No meu trabalho, aquilo que é usado para construir a fantasia do esqueleto do golfinho, são tudo também vestígios vegetais das caminhadas, portanto, madeira, pele, conchas. Portanto, o trabalho em si tem esse respeito, acho eu, consciente do passar do tempo, do próprio corpo das obras. Há depois não implícito, mas interno, uma espécie de crítica, imagino eu que se possa ler assim, relativamente a essa rapidez do estado atual das coisas. Manon, pela forma como congela ou mumifica aqueles corpos das árvores que deveriam ser vistos como obsessionados como o corpo lá está, quase infinito para dentro e para baixo e para cima. E o facto dela moldar aqueles corpos é de uma preservação a notar. Do meu ponto, eu não escolhi o golfinho por acaso, estou numa ilha bastante turística, decidi fotografar-me em posição de autorretrato com um golfinho de plástico, que é um caixote de lixo usado nas praias de Santa Cruz. Eu insiro dentro da pele do golfinho, que está fotografado em 3 tempos. Portanto, essa crítica está internamente colocada na conversa da exposição. Este trabalho, da forma que ele se apresenta, só poderia ter sido concebido aqui, neste espaço e na ilha? Eu acho que sim, acho que este projeto mastiga a experiência da nossa vida aqui com a Cecília e com o Maurício, nesta ilha, e com o tempo que eles nos disponibilizam. Eu acho que o Maurício e a Cecília são pessoas muito especiais. Eu às vezes acho que eles estão fora deste tempo, que vêm de outro tempo, e vejo neles essa circularidade de que vocês falam, como se de alguma forma eles se eternizassem naquilo que vão fazer e como se viessem de muito longe. E eu acho que isto está muito ligado à ideia de ilha, porque eu acho que eles são ilhas. São ilhas e são terra, são mar e são céu e são a junção de tudo isso. E este impacto que eles têm nas pessoas, não é? Que com eles se encontram, este tempo que eles oferecem às pessoas tem realmente resultado em trabalhos incríveis e muito fortes, que nos emocionam e que permanecem para além da deterioração do tempo, do espaço. Que impacto é que estas duas pessoas têm em vocês, no vosso trabalho, na forma como o desenvolveram nesta narrativa? Vai de encontro àquilo que tu disseste há bocadinho da falta de tempo. É o impacto no tempo. É nós chegarmos aqui e
podermos respirar esse tempo e trabalhá-lo em consonância.